Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde qui va être sur le thème de la conduite du changement dans la QA. Et pour cela, je suis accompagné de Nicolas Transeco, qui, si vous ne connaissez pas, est peut-être le grand gourou du pair testing. Voilà, si vous avez des questions sur ce sujet-là, faut pas hésiter à le contacter là-dessus, mais vous allez apprendre à le connaître et il fait pas que ça. Merci Nicolas d'être présent pour ce podcast. Est-ce que tu pourrais prendre un instant pour te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc, effectivement, moi, je suis testeur depuis une douzaine d'années. Alors, il y en a qui aiment pas trop le terme testeur. Je suis QA ou plein d'autres termes. D'ailleurs, j'ai pas mal de casquettes et d'armes à mon arc. J'ai fait un peu d'automatisation, j'ai fait du coaching, j'ai été manager, j'ai été testeur. Voilà, j'ai beaucoup testé. J'ai beaucoup changé d'environnement aussi tout au long de mes expériences. J'ai bossé. Je suis jamais resté très longtemps dans une boîte. Le maximum c'était 3 ans, mais en général c'était plutôt un an et demi. Et donc voilà, j'ai appris surtout dans des contextes start-up où il faut aller vite, il faut être efficace, il faut être très agile. Et dans ces environnements-là, on est obligé de mettre en place des pratiques de test qui sont très exigeantes. Il faut s'adapter aux changements, les applications changent et les sites changent tout le temps, tous les jours. Voilà, toutes ces choses-là, ces choses qui m'ont permis d'apprendre en faisant. Comme beaucoup de testeurs, je suis autodidacte. Je suis arrivé dans le métier par hasard, après une reconversion. Et donc voilà, j'ai appris en faisant. Je me suis beaucoup trompé d'ailleurs tout au long de ma carrière, ce qui m'a permis aussi d'apprendre. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, donc je suis freelance depuis quelques temps voilà, je continue à faire des missions, toujours le même genre d'activité. Merci Nicolas. Ton introduction est parfaite pour introduire le thème de ce premier épisode qui est la conduite de changement notamment en QA. Je pense que ce que tu as mis en plus, l'écosystème dans lequel tu travaillais, les startups étaient vraiment l'idéal pour pouvoir travailler sur le conduite du changement. Moi, j'aime bien ce que tu as dit sur le fait que je me suis trompé souvent. Moi, je suis un fan du fail fast. Il faut se tromper, mais se tromper vite, pas attendre des mois pour se rendre compte qu'on va droit dans le mur. Et je pense que c'est malheureusement c'est comme ça qu'on apprend le mieux, mais il faut le faire dans un environnement contrôlé. Et peut-être, enfin, moi j'ai beaucoup moins travaillé que toi dans le monde des startups, même si je l'ai un peu fait. Mais c'est sûr que on apprend aussi beaucoup par soi-même. On n'est pas peut-être comme des grands groupes où on va avoir un cadre, on va nous dire qu'il faut faire comme ça, c'est ça la pratique, c'est ça la stratégie, c'est ça la structure. Et quelque part, tu as moins de possibilités de changer les choses, ou du moins de façon différente. Et moi, j'aimerais bien, voilà, t'as vu un peu les deux mondes. J'aimerais bien voir en fait comment tu mets en place cette conduite du changement pour pouvoir mettre en place la QA. Et des fois, t'as des QA, des fois, t'en as pas. T'as vu plusieurs organisations. Comment tu vois ça, toi, de ton côté, Nicolas? Effectivement, ce qui est très intéressant dans les environnements où j'ai travaillé, c'est que souvent, quand j'arrivais dans une start-up, ils étaient assez jeunes. Ils connaissaient pas vraiment les bonnes pratiques QA ou agile testing, des choses plus classiques sur la façon de bien tester des logiciels. Et souvent, quand j'arrivais, j'étais le premier qui était arrivé dans la boîte. Ou parfois, ils avaient déjà un peu essayé, mais ça n'avait pas trop marché, donc ils connaissaient pas trop. Et donc, il y a plusieurs cas de figure. Donc, le plus simple, c'est en gros, on te donne
on te donne les clés et tu mets tout en place et tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ce qui peut arriver parfois. Mais parce que en fait, le sujet, c'est on ne sait pas du tout ce que c'est le métier de QA, donc de toute façon, on va être obligé de te faire confiance. On va être obligé de te laisser faire des choses. Ça n'empêche que même comme ça, il y a de la résistance au changement, pour revenir à la thématique, du fait que quand on apporte de nouvelles pratiques, on va bousculer les habitudes. C'est pas parce que les gens sont réfractaires ou parce que ils veulent pas ils veulent pas évoluer ou quoi que ce soit. C'est simplement une réaction logique. C'est ce qu'on appelle la résistance au changement. Et et du coup, les gens sont un petit peu perdus quand on leur propose de nouvelles façons de travailler. Et il va y avoir de la résistance. Par exemple, si je leur dis, écoutez, vous avez un backlog de bugs où il y a 150 bugs et ça, il faut retravailler dessus, ça, c'est pas efficace, il faut nettoyer et puis il faudra repartir sur des bonnes bases, etc. La première réaction classique, c'est, on va jamais y arriver. C'est pas possible. C'est, euh, par exemple, des pratiques comme la politique zéro bug que j'ai appliquée plein de fois et qui marche très bien, même dans des environnements très agiles. Souvent, on me dit ça marchera jamais dans notre contexte, c'est pas possible, etc. Donc après, pour apporter ce changement-là, pour les embarquer sur des pratiques nouvelles, moi, ce que j'essaye de faire souvent, c'est de leur dire, écoutez, on va voir, on va essayer, on va expérimenter, on va tester des pratiques, et puis on se retrouve dans un mois, dans un mois et demi, dans quelques sprints, et on fait le bilan et on voit si ça a apporté quelque chose ou pas. Et c'est souvent quelque chose qui marche globalement. Il y a beaucoup de résistance, ça marchera pas, ça va nous ralentir, on n'a pas le temps, toutes ces excuses un petit peu. Et petit à petit, quand on fait, les gens se rendent compte qu'il n'y a pas autant de problèmes que ça. Oui, effectivement, il faut apprendre des nouvelles choses, c'est un peu compliqué, faut, faut sortir un petit peu de ses habitudes. Mais ensuite, bah, ça se fait tout seul et ça marche. Et c'est souvent grâce aux résultats et à la data, aux indicateurs dont on va parler probablement plus tard, euh, qu'on se rend compte qu'effectivement, oui, ça marche. C'est pas de raison que ça marche pas. C'est des pratiques qui sont éprouvées par ailleurs et il n'y a pas de raison que ça marche pas dans ces contextes-là. Oui, c'est juste que des fois le chemin est différent pour arriver au même objectif entre deux projets, entre deux entreprises, parce qu'ils partent pas avec ni les mêmes compétences, ni la même stack technique, ni la même culture. Et c'est ça en fait je trouve le challenge quand on arrive pour accompagner les équipes, c'est que voilà, c'est un peu comme une recette de cuisine. Tout le monde veut faire la même chose, mais sans recette de cuisine. Enfin, tout le monde le fait pas exactement de la même façon pour pouvoir y arriver. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir, je sais pas, trois bons gâteaux, mais il faut passer par différents chemins. Et je pense que moi, ce que j'ai vu, c'était surtout essayer d'avoir assez rapidement des baby steps avec des quick wins, tu vois, qui créent de la confiance, qui disent, bah ouais, quand tu dis zéro bug, bah, aujourd'hui, on a 30 bugs en prod. Le but, c'est déjà descendre à 20, tu vois. Exactement. Et voilà, le but, c'est pas de faire on-off directement. Et peut-être qu'à la fin, on aura quand même encore 5 ou 10 bugs, mais ce sera des bugs mineurs. Et c'est pas grave. Mais, mais au moins, on aura largement amélioré la situation. Alors, c'est sûr, si t'as 1500 bugs en prod, ça va être compliqué de tendre vers le zéro bug. Euh, T'as jamais eu ce genre de situation? Moi, j'ai déjà vu, donc, c'est pas ce que je vais proposer, tu vois. Par exemple, dans la conduite du changement, on part de choses beaucoup plus compliquées. Mais c'est énorme, mais j'ai déjà vu. Oui. Après, même dans ces contextes-là, on peut parfois proposer des choses. Ça m'est déjà arrivé dans une boîte où c'était un produit assez ancien, ça existait depuis peut-être une dizaine d'années. Il y avait beaucoup de legacy. Et parfois, on savait même pas si tel comportement c'était un bug ou pas, c'était voulu, voilà, toutes ces choses-là où que les produits qui vieillissent. Même dans ces cas-là, on peut dire parfois à partir de maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va travailler de façon différente. On va traiter différemment le legacy et tout ce qui s'est passé avant.
tous les bugs qui sont stockés, on sait qu'ils sont là, on les abandonne pas, mais on s'en occupe pas vraiment, on les laisse de côté. Et à partir de maintenant, on va travailler sur des nouvelles pratiques, sur des nouveaux backlogs, sur des nouvelles priorisations, c'est des nouveaux sujets. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord, il faut un peu compartimenter tout ça. Après, il y a toujours le grand débat qu'on a un bug qui est là depuis 5 ans. Est-ce qu'on considère toujours que c'est un bug? Voilà, il y a toujours deux écoles. Ceux qui disent on le traitera jamais, de toute façon, et ceux qui disent faut le garder parce que c'est important pour le support et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas de vérité, ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Mais voilà, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. C'est que si on l'a pas changé depuis 5 ans, c'est que ça fait partie du produit et qu'on le changera jamais. Oui. Mais une fois de plus, c'est très personnel. Mais ça veut pas dire que qu'on le supprime. Ça veut dire qu'à mon avis, faut plus le mettre dans les stats. C'est au moins ça qu'il faut faire. Voilà. Mais bon, si on revient on pourra faire un débat, je pense, carrément sur ce sujet-là. Mais si on en revient à la conduite du changement, moi je sais que je sais pas si tu l'as vu aussi dans des plus grandes organisations, des fois tu dois pas accompagner un projet qui est pas juste une équipe agile, mais peut-être des dizaines de projets. Euh, Là, tu vois la grande complexité que ça a, c'est que même si c'est la même entreprise, tu as 10-15 projets, c'est peut-être 10 contextes différents, avec des gens qui sont plus réfractaires, d'autres qui sont plus promoteurs, qui ont envie de changer. Et je trouve que là, le challenge, c'est de trouver la bonne équipe pour avoir des résultats positifs, pour embarquer ceux qui sont ni pour ni contre, et à la fin embarquer ceux qui, je dirais pas contre, mais qui disaient bon bah je suis pas sûr que ça marche pas dans mon contexte, tout ce que tu as dit au début. Est-ce que tu l'as vu aussi cette problématique-là, enfin cette problématique-là, c'est pas une problématique, c'est juste une question de contexte. Oui, effectivement, c'est exactement ce que je fais aussi quand j'arrive dans les nouveaux contextes où il y a plusieurs équipes, que ce soit sur un seul produit ou sur différents produits. Chaque équipe a sa façon de travailler et elle a ses habitudes. Il y a aussi parfois simplement des gens qui sont peut-être plus nouveaux dans une équipe et qui vont avoir plus envie de changer des choses, plus promoteurs. Dans ces cas-là, oui, c'est important d'essayer de trouver l'équipe pilote qui va montrer des résultats rapidement, qui pourra servir d'exemple ensuite pour les équipes, pour les autres équipes. Et puis peut-être laisser les équipes les plus réfractaires ou les plus mal famées pour la fin. Mais après, l'autre sujet qui est très important pour la conduite du changement, c'est de s'appuyer sur les décideurs. Donc les top managers, les managers simplement, ou le top niveau, les CPO, les CTO, Avoir de vrais sponsors pour pouvoir effectivement. valider la Si on conduite. arrive à les convaincre, eux, on a fait 80% du boulot. C'est eux qui vont ensuite pouvoir réaffirmer aux équipes la direction qu'on souhaite prendre, la stratégie, etc. On se bat tout seul contre tout le monde et ça, il y a peu de chances que ça marche. Il faut avoir des opérationnels qui ont envie de changer et du sponsor, c'est vraiment la technique du sandwich pour emmener dessus. Moi, je mets peut-être un petit bémol sur ce que j'ai vu dans mon expérience sur les sponsors. C'est que ça m'arrivait au début quand j'accompagnais les équipes, on me disait cette équipe-là, ils ont pas envie de changer. Si on les transforme, on va transformer toute la boîte. Ça marche pas. Ouais. Tu perds 6 mois à mettre toute ton énergie là-dessus, t'accompagnes pas ceux qui avaient envie de changer, et du coup, t'as quasiment aucun résultat parce que tu te prends des murs toute la journée. Donc voilà, je commencer par des gens qui ont envie de changer et bien dire aux sponsors que ça marche pas. Pour l'avoir vécu, je pense que c'est une fausse bonne idée. Oui. Et puis après, une petite remarque aussi, c'est que parfois, il y a certaines équipes, elles n'ont pas besoin de changer. Il faut accepter que leur façon de fonctionner, elle va pas forcément s'adapter à la méthode générale. Peut-être ça peut être une exception, elles ont quand même des résultats avec leur façon de travailler à elles, qui est peut-être un peu plus archaïque ou un peu moins agile ou que sais-je, mais peut-être que ça fonctionne aussi dans leur contexte de travailler comme ça. Il n'y a pas de raison que de se dire d'être un peu des ayatollahs de la méthodologie et de dire que tout le monde doit fonctionner comme tout le monde. Peut-être que simplement on peut les laisser tranquilles et les laisser bosser à leur manière. C'est ça.
toute façon, ce qui fait foi, c'est la data. Si à la fin tu te dis le but c'est d'avoir aucun problème bloquant et majeur en production, ou du moins le minimum possible, et qu'eux ils sont déjà à ce niveau-là, c'est pas eux, tu vas pas les embêter déjà sur leur pratique. Après, j'ai déjà fait un truc dans une boîte où ils voulaient viser le zéro bug. Leur stratégie c'était de plus ouvrir de bugs, mais d'ouvrir des tâches. Oui. Voilà, donc il faut se méfier aussi de l'humain trouve toujours des raccourcis dans l'objectif qu'on lui donne dans un temps qui est déraisonnable. Voilà, si on te dit tu dois atteindre cet objectif, mais qu'on te donne pas les moyens d'y arriver, ben tu vas y arriver à avoir ton bel indicateur pastèque, tu vois, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. On pourra en parler des heures, des trucs un peu bizarres qu'on a vus des fois sous la pression d'avoir des indicateurs qui sont positifs. Oui. Mais on pourra en parler dans l'épisode dédié aux indicateurs, parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Donc, je pense que c'est important d'avoir des indicateurs. D'ailleurs, dans les autres épisodes, on va parler un peu des outils qu'on utilise notamment avec Nicolas pour améliorer cette conduite du changement, la favoriser, notamment tout ce qui est pair testing et lean testing, et aussi comment on peut mettre en place ça avec de nouveaux QA, comment trouver les bons QA pour nous accompagner dans cette conduite du changement. Nicolas, je te remercie pour ce premier épisode sur cette conduite du changement. Je vous conseille de rester avec nous pour le deuxième épisode sur le pair testing. À très vite sur la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.